added, "Thanks, Dad, for showing me how poor we are." Well, all of these kinds of juxtapositions provide some real challenges to those of us who are interested in providing various kinds of activities for the people that live in our communities, and again, whether it's a community of geography or some other type of community. And I think there's several points I just want to make in closing for providers to think about in order to create community and leisure. Thinking about the importance of fun. There's no other profession in the world that focuses on helping people have fun and enjoy life, and that's what we do, and I think we need to keep focusing on that, as well as think about all the other things that go along. In addition, thinking about equity issues, and by that I mean fairness, not sameness. And there, again, are many issues related to gender, age, all kinds of things that still need to be addressed. We live in a world of limited resources, but nevertheless, we need to think about how we can use those resources to the best of our ability. And then think about the kinds of partnerships that we can develop. This conference is an excellent example of how partnerships enable us to move forward. There are also challenges to researchers, and as a researcher, I can't help but suggest a couple things. The world is very complex. Studying people in our fields is very complex. Nevertheless, we have to move forward. We have to look at the context. We have to look at what it means by community. And we also have to involve many, many people in doing that research. The fact that it is so complex, there's so much to do, can't end up in an analysis leading to paralysis. So as we continue, and I'm very excited about the research presentations here because I think they will help us understand more about leisure and community, just as some of the research in the previous camping conference helped us understand that as well. And lastly, in moving forward, I think it's important in North America as well as in other parts of the world to think about how we can live with contradictions and diversity, how we can use that within leisure to help us build stronger communities, how we can vision a preferred future. What is it that we would like to see? What would we like to do? And there are many possibilities, but we need to have that vision. And lastly, thinking about the way through parks, recreation, tourism, leisure, camping, sports, all of these areas that we can intentionally and purposefully move forward to provide enjoyable leisure opportunities for all of our citizens. Thank you. Carla, I think that I want to be your student. Diversité, contradiction et arriver à faire la séance. Évidemment, à la fin de ce tour du monde, pourquoi pas finir en fête? Pourquoi pas finir en attitude festive? Pourquoi pas avoir une odeur de carnaval? Et c'est pour ça qu'on finit avec le Brésil, pour être tout à fait prêt pour se lancer dans cette semaine. Alors, Luis Octavio Lima de Camargo, il est docteur en sociologie, et pour les gens du Québec, si je vous dis qu'il a étudié avec Dumas Zedier, ça signifie quelque chose. Il est membre du programme de maîtrise en mode, culture, art du Centre universitaire SENAC de Sao Paulo. Il est également, a travaillé principalement sur des sujets portant sur le loisir, l'éducation, l'accueil, le tourisme, ainsi que l'animation et la recherche culturelle. Il est le fondateur et le premier coordonnateur du baccalauréat en tourisme et hôtellerie de l'Université de Sorocaba, tout en étant du groupe d'enseignants ayant mis en place et débuté le programme de maîtrise en hôtellerie de l'université, ici je fais un essai, AMB Murumbi. Vous me corrigerez, M. Camargo. Alors, c'est la fête, M. Camargo. Bonjour, messieurs et mesdames.
Tout d'abord, je tiens à remercier aux organisateurs du congrès de m'avoir invité pour cette séance et surtout pour ce panel. Quand on a des représentants de différents pays désignés pour discuter des loisirs ou quel que soit le sujet, on veut savoir ce qui est semblable, mais plutôt ce qui est différent dans la façon de chaque société vivre l'expérience du loisir. La question de fond qui me revient dans ce panel est donc, en quoi le loisir dans nos sociétés latino-américaines est d'un côté pareil et de l'autre côté original par rapport au loisir vécu par les sociétés occidentales développées, européennes ou nord-américaines? C'est une question légitime, encore que très difficile de répondre avec les précisions souhaitées. Du point de vue méthodologique, on est obligé à faire un essai de sociologie comparée. Cet essai est d'autant plus incertain du point de vue des résultats qu'on est obligé à travailler avec de différents schémas d'observation empirique. Le risque de maladroitesse est ici permanent dès qu'on risque de tomber dans des réductionnismes et des extrapolations imprudentes. On risque surtout de céder aux tentations de créer des singularités subjectives et naïves qui dérangent non seulement nos interlocuteurs, comme ceux que nous représentons. N'oublions pas que l'Amérique latine est tout d'abord la réunion d'au moins des groupes de sociétés selon la référence aux langues et aux colonisateurs. Les groupes hispaniques qui rassemblent une vingtaine de pays du Mexique au nord jusqu'au Chili et Argentine au sud, chacun de ces pays ayant ses peculiarités. Et les groupes portugais avec un seul pays, Brésil, mais continental, et avec des disparités culturelles profondes dans son intérieur. Une difficulté additionnelle est que ma principale référence de terrain est la ville de São Paulo, la plus dynamique du point de vue économique et culturel du pays, mon champ privilégié de recherche. Ces réflexions touchent donc d'abord cette ville et ensuite les autres grandes villes du Brésil. Mais, et de l'Amérique latine? Là, il ne me reste que définir d'ores et déjà que je m'appuie dans l'hypothèse, d'ailleurs pas du tout insolite, selon laquelle les processus d'urbanisation, les modèles par lesquels les villes anciennes ont absorbé récemment la foule de migrants venus de la zone rurale, ces processus d'urbanisation ont été semblables, au moins en ce qui concerne aux activités de loisirs. Tout ce que je peux dire est que j'ai choisi un niveau de généralité où je puisse me sentir confortable tout en m'excusant auprès de mes compatriotes des autres régions du pays et des chercheurs d'autres pays de l'Amérique latine si par hasard ils ne se sentent pas aussi confortables. Partons d'une première généralité. Les loisirs dans les grandes villes du monde occidental, y compris dans l'Amérique latine, est semblable dans le sens qu'il est produit dans les mêmes processus de civilisation, pour reprendre les mots et les réflexions de Norbert Elias. Partout, on observe les mêmes tendances en ce qui concerne le temps, l'espace et l'activité des loisirs. Donc, une homogénéité de tendances. Croissance du temps libre accompagnée d'une tendance à la flexibilisation du travail, une conscience chaque jour majeure de la part de l'État sur l'importance du rôle des espaces de loisirs pour l'équilibre de l'homme urbain, croissance des pratiques de loisirs en plein air, des sorties de la maison pour les spectacles, etc., et des diminutions d'assistance à la télé au bénéfice d'autres masses médias comme l'Internet, avec des chiffres toujours plus pauvres du côté de chez nous. Autrement dit, tout se passe comme s'il s'agissait du même loisir, mais le nôtre étant plus faible, plus timide, même si on ne sait pas expliquer l'aspect fort ou faible qui néanmoins on sent profondément. Les loisirs chez nous seraient donc marqués par des statistiques plus modestes quand on se réfère à des aspects estimés positifs,
et plus lourd quand on parle de l'interaction avec des problèmes parallèles comme la violence, la marginalité sociale et la pauvreté. Mais les différences restent-elles sur le plan des statistiques? De toute façon, quelqu'un qui connaît certaines manifestations culturelles des pays latino-américains ou des villes comme Rio de Janeiro, Lima, Caracas, Mexique, soit comme touriste, soit à travers les mass médias, a au moins l'intuition d'une différence. Celui-ci n'acceptera pas d'écouter d'un sociologue que le loisir dans ces villes d'Amérique latine est à peu près pareil à celui de Paris, Rome ou New York, même si les enquêtes là et ici jouent dans la même direction. Il aura raison de s'étonner. N'a-t-il pas regardé à la télé que dans la ville de Mexique, il y a des ouvriers qui, dans leur pause de travail, ils s'amusent à se faire piquer comme forme de relaxation par des chocs électriques de plusieurs voltages, faibles peut-être, mais pas tellement? Il a bien se posé des questions sur les raisons qui mènent un travailleur au Rio à dépenser dans un mois, pas 3 jours, de carnaval, tout ce qu'il a épargné tout au long de l'année. Il a vu aussi dans les médias des fêtes à Cusco, Rio et dans toute l'Amérique latine, où des foules gigantesques, les gens se comptant en des centaines de milliers, voire des millions, se trouvaient à l'aise dans une infrastructure d'organisation très fragile. Et les éclats de rire, parfois sans un motif évident. Ça ne se voit pas chez nous, pense-t-il. Comment expliquer ces faits bizarres? La pauvreté, qui est un signe dominant de toutes ces sociétés, le climat, la couleur de la peau. Malheureusement, ces différences au niveau de l'expérience ludique ne se prêtent si facilement à l'observation sociologique comme les données quantitatives. Ces différences subtiles et qui relèvent d'une observation plus raffinée de type qualitatif, qui est aussi plus difficile à donner l'air de sciences, l'air d'être science, à être systématisée avec des catégories claires, tellement proche elle est du discours littéraire. Ces différences existent partout, non seulement dans la comparaison entre la culture ludique européenne et nord-américaine et la latino-américaine, comme à celles qui existent à l'intérieur de ces grands groupes. Là, on est proche de ceux qui ont réfléchi sur la jouissance collective au-delà des statistiques, qui ont réfléchi sur la permanence des valeurs qui viennent de notre société traditionnelle. Nous apportons donc la contribution de Gilberto Freire et de Sérgio Buarque de Holanda, deux de nos sociologues les plus connus. L'un et l'autre se sont centrés sur la question de nos racines culturelles au Brésil et en Amérique latine. On privilégie le Brésil, mais certainement on aura d'autres au Brésil et en Amérique latine. Gilberto Freire parle de notre source ibérique, qui nous donne une plus grande sensibilité à la fruition de l'espace, par opposition à une culture anglo-saxonne qui résulte dans une plus grande sensibilité au temps. Pour lui, notre retard industriel est paradoxal, puisque ce sont les activités économiques des Portugais, Espagnols, nazis, Afrique et Amérique du Sud qui ont permis au capitalisme européen de s'engager dans cette nouvelle voie de production, l'industrialisation. L'explication de ce paradoxe viendrait du fait que dans le XVIe siècle, les navigateurs et découvreurs ibériques avaient un sens du temps et de l'espace différent de celui des autres Européens à la même époque. Ils étaient plus avancés dans leur conception de l'espace et moins avancés dans leur conception du temps. Les Ibériques avaient un sens pré-industriel du temps, non associé à la production et à l'argent, tandis que la conception anglo-saxonne est arrivée à identifier temps et argent. Pour les Ibériques, les personnes et les choses étaient une constante dans une évolution très lente de la triade passé, présent et futur, voire même une fusion de ces trois temps.
Ces ibériques, colonisateurs et colonisés, avaient et ont encore une conception de temps typique de la civilisation chrétienne, fait non pas de montres indiquant les heures en minutes et secondes, mais des cloches dans les églises ne sonnant qu'à l'aube, au midi et au crépuscule, une conception difficile à la production industrielle. Cette moindre sensibilité au temps est compensée par une plus grande sagesse dans la fruition de l'espace. Cette fruition de l'espace chez les Ibériques est ludique, marquée par la fascination et par le goût de se sentir fasciné. Si pour les Anglais, Hollandais et même les calvinistes français de l'époque, les peuples amérindiens n'étaient que des peuples arriérés, sans intérêt pour les Européens civilisés, pour les Ibériques, les Indiens qui assistaient à la messe dite en leur présence au milieu de la forêt étaient des gens vraiment intéressés à cette démonstration de religion et de culture chrétienne, et donc potentiellement des chrétiens et des civilisés, ainsi que les rouges femmes amérindiennes étaient considérées jolies, rassemblant quelque peu à leurs propres femmes à sang mourisque. Pour l'Ibérique, l'Indien n'était pas un orphelin de Dieu comme pour les anglo-saxons, mais des privilégiés auxquels Dieu n'avait pas expulsé du paradis. Au contraire, ils étaient dans le paradis retrouvé où ils vivaient. Ce thème du paradis a été repris par Serge Buarque de Holanda, pour lui un mythe fondateur, le paradis qui a fasciné les Européens, surtout les Ibériques du XVIe siècle, où tout est possible, tout est permis. Comme rappelait un mot de l'époque, il n'y a pas de péché au-dessus de l'équateur. Mais sa contribution majeure pour notre thème, est sa notion d'homme cordial. Ce mot existe aussi en français, mais tel le portugais, le sens commun peut induire en erreur. Il ne s'agit pas de l'homme gentil, souriant, sans agressivité, mais d'un individu qui est perdu quelque part dans la transition de la société rurale et urbaine, et en conséquence doté d'une culture mélangée des sociétés traditionnelles, marquée par les goûts de la proximité, voire de l'intimité, et de la sociabilité urbaine, marquée par la distance, l'étiquette. Du point de vue de la vie en société, cette cordialité implique en quelques attributs de ce qu'il appelle les caractères du peuple brésilien. Refuse au ritualisme social et en conséquence rituels religieux superficiels. On accepte les rituels sociaux dès qu'ils n'étouffent pas l'intimité, valeur majeure de la sociabilité. Deuxième, les privilèges du prénom par rapport au nom, tel quel dans les zones rurales où les rapports primaires supposent intimité avec l'interlocuteur, il n'y a pas besoin du nom de famille. Le goût pour les diminutifs, le mode brésilien de démontrer intimité vers une personne ou une chose, c'est d'accroître des suffixes désignant les diminutifs igno. Si on lit le nom des joueurs d'une équipe brésilienne, on ne verra que des prénoms, dont beaucoup avec ces suffixes. Le goût par le contact physique, enlacer, baiser, tenir les mains, les bras, voilà de quelques attitudes d'un Sud-Américain qui frappent nos hôtes des autres pays. Qu'est-ce qu'il y a de commun chez ces sociologues? Ils nous montrent que ces modèles de ludicité quotidienne remarquables chez nous ne sont pas un don du terroir ou une propriété psychologique, mais plutôt les marques d'une culture traditionnelle encore vivante, à l'intérieur d'un processus d'urbanisation assez récent et peu contrôlé. Le mouvement d'urbanisation chez nous est tardif, ne couvrant qu'un peu plus d'un siècle, et les Brésiliens ne sont en majorité dans les villes que depuis 1960. Donc,
pas plus de 4 ou 5 générations nous séparent de l'ancienne société gouvernée par les rurales d'inspiration catholique. L'ancienne société jouissait de 120 jours saints en dehors du dimanche, le travail étant interdit et plein de fêtes, dont l'esprit est encore présent, à croire à nos analystes cités. Deuxièmement, chez cette société traditionnelle, il y avait une population libre qui n'acceptait pas le travail manuel et essayait de vivre selon un principe d'oisiveté qui, selon Buarque de Holanda, pas même la civilisation grecque classique ne l'a vécu dans une telle plénitude, et d'une population esclave, noire et indienne, dont la ludicité était un trait culturel majeur. De toute évidence, ces faits conspirent aussi contre le travail et en faveur du loisir, étant d'ailleurs des circonstances à la source du retard de notre processus d'industrialisation qui n'a démarré qu'après l'arrivée massive des migrants européens. Pour compléter le scénario, il faut mentionner aussi, et là on parle plutôt de la société brésilienne, la formidable miscigenation qui s'est produite. De toute évidence, ces faits conspirent aussi contre le travail et en faveur du loisir, étant d'ailleurs des circonstances aussi à source de notre retard économique. Cette constatation y est pour les meilleurs et les pires. Nos chiffres de participation culturelle sont plus faibles que celles observées au nord. Notre hospitalité urbaine est moins imprégnée des règles de l'urbanité, mais par contre, notre culture traditionnelle et tout ce qu'elle apporte de festivités, autant de loisirs, est encore visible. Paradoxalement, dans les années 50, ce temps marqué de la festivité héritée de la culture traditionnelle était ressenti par les économistes et les sociologues du développement comme une difficulté à surmonter dans la voie de l'industrialisation estimée d'urgence. Aussi, pour les meilleurs et pour les pires, nous n'avons pas réussi. Pour les pires, nous avons l'étiquette du pays émergent, avec tous les démons qui, on sait bien, accompagnent cette expression. Pour les meilleurs, cette culture traditionnelle, à croire aux économistes modernes du tourisme, devient ressource économique. Toutes les actions pour la valorisation du patrimoine culturel ne s'inspirent pas dans cette croyance. Merci. Voilà qui termine ce tour du monde où on a bien vu que nous avons tous des racines culturelles, mais que tous, dans cette ville dans ces grandes villes qui se développent, nous devons nous y affirmer avec ce que nous sommes, tout en ayant cette tendance à la globalisation, que les liens sociaux, les communautés qui maintenant vont se développer dans ces nouvelles villes, autant en Afrique qu'en Australie ou qu'ailleurs, vont certainement ressembler, être colorés parce que nous sommes, alors il ne faut sans doute pas avoir peur que de l'affirmer. Évidemment, il y a ces questions où est cette nouvelle communauté? Passe-t-elle maintenant par la maison, par le home, par le cocooning? Voilà, j'ose pas donner de conclusion. Mais je vous retrouverai avec le panel des continents, je répétais, vendredi pour une synthèse rapide, condensée de tout ce qui va être fait. Et on espère que vous avez apprécié ce voyage en loisir autour du monde. Comme vous voyez, il y a une grande communauté dans le champ du loisir. Alors, je laisse la parole à... Il devait être derrière moi. Alors, je vous souhaite bon appétit et on parle de l'Italie ce midi. Au revoir. Alors, si vous permettez, au nom de tous, un par un, merci Francis Lobo.
Vous nous avez fait rêver de Boomerang. Merci, Jean Viard. Merci, Monsieur Cho. Mon ami Fall, merci beaucoup. Professeur Anderson, thank you a lot. And Mr. Camargo, it was a pleasure. Alors, in English, we used to say bon appétit. Brush by fairy tales, itsy bitsy diamond wells, big fat hurricanes, yellow belly giving names. Well, shortcuts can slow you down, and in the end we're bound to rebound off of we. Well, dust off your thinking caps, solar-powered plastic plants, pretty pictures of things we ate. We're only what we hate. But in the long run we have found silent films are full of sound, inaudibly free. Slow down, everyone, you're moving too fast. Frames can't catch you when you're moving like that. Inaudible melodies of narration, no strategies, unobtrusive tones help to notice nothing but the zone of visual relevancy.